Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'information locale avec TV78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de ce lundi 11 février. Les Républicains en ordre de bataille à 3 mois des européennes. 2 représentants du parti de droite étaient dans le département. Son président Laurent Wauquiez en déplacement dans le nord des Yvelines et sa tête de liste pour le scrutin François-Xavier Bellamy. Le Versaillais était en meeting dans sa ville. C'est la journée internationale de l'épilepsie. Ce trouble neurologique touche 600 000 personnes en France. Pourtant, il est encore peu pris en charge. Dans ce journal, le témoignage d'une mère et de son fils épileptique habitant à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et puis l'antenne est en place depuis quelques mois sur le territoire. Le collectif contre l'islamophobie combat les actes de discrimination et de violence contre les personnes et institutions musulmanes. Quelle est la situation dans les Yvelines? Mostefa Lazzouni, membre du collectif, est notre invité. Nous recevons également sur ce plateau Pascal Romano, directeur du Conservatoire de Plaisir, pour parler de la semaine de la guitare qui se tient dans la ville. L'opération reconstruction se poursuit donc pour le parti Les Républicains. Vendredi dernier, le président de la formation, Laurent Wauquiez, est venu dans le département. Le soir, la tête de liste aux européennes, François-Xavier Bellamy, a tenu une réunion publique à Versailles. Les détails de Nicolas Dandry. Un invité de marque pour la mission reconstruction de la droite, Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains. Un déplacement à l'école ITDEC d'Aubergenville, des formations dans l'industrie et des rencontres avec des étudiants et des personnes en réinsertion professionnelle. Là, j'ai échangé avec quelqu'un qui était au RSA, qui avait repris une formation pour ensuite déboucher vers un emploi. À la fin, il me dit... Le problème, c'est que la différence entre ce que je gagne en travaillant et ce que je gagne en restant chez moi, elle n'est pas très importante. Ça, c'est important de l'entendre. Ce déplacement dans les Yvelines rentre dans le cadre du Tour de France engagé par le président des Républicains pour recueillir les difficultés sur le terrain et notamment dans ce bassin industriel du nord du département. Un territoire industriel qui subit de plein fouet la concurrence internationale, qui se bat et qui veut rester un territoire industriel et qui, pour ce faire, a des chefs d'entreprise, des établissements éducatifs comme celui-là, qui participent à la compétitivité du territoire. Mission reconstruction également dans la soirée à Versailles autour de la tête de liste des Républicains aux élections européennes, François-Xavier Bellamy. Au début, il ne faisait pas l'unanimité dans son parti. Aujourd'hui, les Républicains sont derrière lui. Bien sûr, j'échange avec Gérard Larcher, j'ai eu l'occasion de le voir, de passer beaucoup de temps avec lui. Il m'a redit à quel point d'ailleurs il avait confiance dans le fait que je pouvais apporter quelque chose à cette liste. Il croyait que je n'avais peut-être pas le poids politique suffisant pour pouvoir être en tête de liste. Et après tout, c'est vrai que c'est un pari et je suis prêt maintenant à remporter ce défi. Au-delà du trio composé de François-Xavier Bellamy, d'Agnès Evren et d'Arnaud Danjean, les Républicains veulent porter une certaine vision de l'Europe. Il faut absolument redonner sens à l'Europe, parce que nous avons besoin d'Europe dans la mondialisation, mais nous avons besoin d'une Europe efficace, d'une Europe qui puisse agir concrètement au service de nos concitoyens. On est pour une Europe de projet, une Europe de coopération entre les pays. La reconstruction passe par les élections européennes le 26 mai prochain. Un résultat pour confirmer la victoire des Républicains yvelinois lors des sénatoriales en septembre 2017, avec 5 sièges sur 6 remportés. Une page santé à présent, elle est passée en phase épidémique. Depuis la mi-janvier, la grippe semble avoir atteint son pic en Île-de-France, une région teintée de rouge, comme vous le voyez sur cette carte du réseau Sentinelle. Dans certaines zones, la maladie est tout de même en déclin. Pour terminer l'hiver sans être contaminé, quelques gestes s'imposent. Se laver les mains régulièrement avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, par exemple. Pour les personnes ayant déjà contracté le virus, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et si possible porter un masque jetable. Ce lundi, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Cette maladie se traduit par une activité électrique anormale du cerveau. L'épilepsie qui est encore, selon les personnes et associations concernées, mal prise en charge en France. Témoignage d'une maman et de son fils atteint d'épilepsie, recueilli par Manon Varaldo. L'épilepsie est un mal invisible. Isabelle Méline s'est aperçue que son fils Théo souffrait d'épilepsie à l'âge de 7 ans et demi, la cause, une tumeur cérébrale. C'est alors le cri d'une maman pour toutes les autres mamans. Isabelle Méline devient la correspondante locale des Yvelines de l'association Épilepsie France, car souvent les familles se retrouvent isolées face à la maladie, s'ajoute l'éloignement par manque de prise en charge en Île-de-France des épileptiques. Pour notre fils Théo, il a d'abord vécu à l'hôpital, ici, à Bullion, pendant 3 ans. Et après, il n'y avait plus rien pour lui. Donc, on a dû le mettre dans un centre spécialisé pour l'épilepsie en Bretagne. Et suite à la Bretagne, il s'est retrouvé sur Toulouse.
Et c'est là qu'il a préparé un bac professionnel en gestion-administration. On pensait que ça aurait pu aller, mais l'épilepsie est vraiment difficile à vivre et c'est pas possible qu'il puisse continuer. On vient de nous le dire. Il faisait que 8 heures par semaine, mais malgré ça, cet allègement, il y a encore des crises qui sont trop présentes, donc il ne peut pas suivre. Il prend trop de retard. On aurait aimé faire différent, mais c'est impossible de faire ça, en tout cas pour l'instant dans les Yvelines. Deuxième pathologie neurologique en France, les médecins traitent l'épilepsie mais pas les répercussions sur la vie sociale des malades. Ça me fatigue énormément. Avec les crises nocturnes, ça m'empêche énormément d'être vraiment actif. Du coup, je m'endors en cours très vite. Donc les activités, ça se coupe très vite. C'est une espèce de manque social. Le combat n'est pas terminé pour la mère et son fils. Ils se battent pour une meilleure prise en charge de cette maladie au sein de la société, notamment dans les écoles. Manon Varaldo qui est avec moi en plateau pour parler de l'épilepsie. Bonsoir. Bonsoir. Quelques conseils à rappeler en cette journée internationale. Que faire en cas de crise convulsive avec perte de conscience, Manon? Alors tout d'abord, restez calme, placez la personne en PLS dès que c'est possible. PLS, Grégory, position latérale de sécurité. Éloignez tout ce qui peut blesser la personne et laissez la crise se dérouler. Maintenant, les choses à ne pas faire, surtout ne tentez pas d'introduire les doigts ou un objet dans la bouche, ne déplacez pas la personne, sauf en cas de danger. Après la crise, restez auprès de la personne jusqu'à qu'elle ait totalement récupéré. Rassurez-la sans la toucher. Voilà les conseils à ne pas faire qui se sont affichés. Un dernier conseil à rappeler, Manon, contacter les secours si la personne est victime d'une nouvelle crise, qu'elle est blessée ou que la crise dure plus de 5 minutes. Merci pour ces quelques conseils. C'est un phénomène préoccupant en France. Les actes islamophobes sont toujours aussi nombreux. D'après le rapport du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, 446 actes de ce type ont été signalés en 2017. Bonsoir Mostefa Ladzouni. Bonsoir. Vous êtes membre de l'antenne des Yvelines du CCIF, une antenne qui est active depuis quelques mois sur le département des Yvelines. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par un acte islamophobe, pardon? Alors, d'après la définition que donne le CCIF, on considère qu'un acte est islamophobe à partir du moment où c'est un acte de discrimination par la parole ou par une violence à l'encontre d'une personne ou d'une institution pour une appartenance réelle ou supposée à l'islam. Alors, ce chiffre de 446 actes signalés en 2017 en France est en recul par rapport aux dernières statistiques du CCIF en 2016. Après beaucoup d'actes islamophobes restent non signalés, c'est ça, ils ne sont pas forcément signalés. Voilà, c'est ça. Vous avez des personnes qui vont être victimes, mais qui vont se taire, qui vont garder ça pour elles, qui ne vont pas avoir soit la possibilité, soit le courage de dénoncer ces actes-là. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui est encore très présent en France ? Alors, c'est un phénomène qui est effectivement présent en France et notamment à cause de la situation sécuritaire qui n'arrange pas un petit peu les choses. Il y a encore un amalgame qui est fait sur cette situation, malheureusement. Malheureusement, oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'en France, il y a un certain sentiment de défiance vis-à-vis, alors non pas que de la religion musulmane, mais aussi des autres religions, quand on voit les actes qui ont été perpétrés dans des églises yvelinoises, des actes de dégradation ce week-end, les inscriptions aussi homophobes qui ont été réalisées à Paris. Il y a un sentiment de défiance, vous avez l'impression, vis-à-vis des religions ? Alors, il y a un sentiment de défiance vis-à-vis des religions, et puis il y a aussi une crispation qui est due un peu à la situation que traverse le pays. Et d'ailleurs, à ce titre-là, au niveau du CCIF, alors effectivement, on se spécialise dans la lutte contre l'islamophobie, mais on est solidaire de toute forme de lutte contre les discriminations, dont celles que vous venez de citer. De racisme. Alors, du coup, quelles sont les missions justement du CCIF ?
Alors, les missions premières du CCIF, c'est d'apporter une aide juridique et une aide psychologique. Il faut insister là-dessus aussi, parce que derrière un acte, il y a toujours un humain, il y a toujours une souffrance. Elles sont par principe gratuites, parce qu'il ne faut absolument pas que le côté économique puisse empêcher quelqu'un de faire valoir ses droits, surtout que malheureusement 70% des actes d'islamophobie sont faits à l'encontre de femmes voilées, donc des femmes qui, sur le plan par exemple de l'emploi, ne sont pas forcément aussi bien loties que leurs concitoyennes. Oui. Et donc du coup, il est primordial pour nous que ces aides, que ces assistances soient gratuites. Alors, vous parliez d'un accompagnement juridique. Ces personnes victimes d'actes islamophobes ne sont pas forcément au courant de leurs droits. Comment agir si elles sont victimes de ces actes islamophobes ? Alors, le premier réflexe, c'est de dénoncer cet acte-là. Alors, soit porter plainte, soit demander conseil au CCIF à travers son adresse. Donc, c'est contact@islamophobie.net. Donc, ça, c'est le premier réflexe. Ça s'affiche actuellement. Voilà. Très bien. Ensuite, au niveau du CCIF, on a des juristes professionnels qui vont prendre en charge la demande de la personne, qui vont définir s'il s'agit bien d'un acte d'islamophobie ou pas. Si c'est un acte d'islamophobie, alors, il sera pris en charge par le CCIF. Sinon, on va la diriger vers les autorités compétentes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le CCIF agit d'abord et avant tout à travers la médiation. Donc, on essaye de désamorcer un petit peu, on essaye de contacter soit les personnes, soit les institutions qui sont coupables de ces actes-là. Ça marche souvent. Maintenant, il y a des situations où on ne peut pas faire autrement, et puis à ce moment-là, il y a une judiciarisation de l'affaire. Vous l'avez dit également, un accompagnement psychologique. Alors, l'antenne des Yvelines est en place depuis quelques mois. Il y avait un vrai besoin dans le département des Yvelines ? Alors, pour être clair, l'antenne des Yvelines n'a pas vocation à stigmatiser les Yvelines. Il n'y a pas plus d'actes d'islamophobie dans les Yvelines qu'ailleurs. Leur nature n'est pas spécifique. D'accord ? Par contre, il y avait un besoin d'ancrer son action localement. Parce que comme je vous ai dit, il y a souvent un côté humain qui est très important. Donc être au contact, être au plus proche des victimes est quelque chose de très important. Et puis il y a aussi la possibilité de pouvoir développer des actions locales, des actions pas seulement curatives, mais des actions préventives, à travers, par exemple, des conférences débats, à travers des mises en situation d'autodéfense juridique, et d'autres actions qui vont venir, j'espère. Donc, pas de situation particulière à mettre en avant dans les Yvelines. Vous parliez des actions mises en place, là, les prochaines, dans les prochaines semaines. Quelles sont-elles ? Alors, il y a déjà eu une première action qui a été organisée sous la forme d'une conférence débat, au cours de laquelle, il y a eu 2 temps. Le premier, c'est que le responsable de l'antenne a informé un petit peu les citoyens et les citoyennes qui étaient présentes sur ce qu'est le CCIF, sur la définition exacte de ce qu'est l'islamophobie, parce que c'est un point très important. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu un débat, un échange pour connaître un petit peu la façon avec laquelle cette problématique est vécue, le ressenti des gens, ce qui nous permet ensuite, entre guillemets, de pouvoir développer des outils adéquats pour leur permettre de faire valoir leurs droits quand ils sont dans une situation d'islamophobie, et surtout insister sur le fait qu'il faut remonter tous ces actes-là. Et enfin, leur demander d'être actifs, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important, être actifs à travers une adhésion, à travers du bénévolat, ou tout simplement en informant le CCIF à travers son antenne locale ou à l'échelle nationale. Et on peut vous contacter via les liens qui sont affichés durant cet entretien. Merci Mostefa Lazzouni d'être passé sur ce plateau, membre de l'antenne des Yvelines du collectif contre l'islamophobie en France. Elle va permettre de désengorger les centres-villes de Montesson et de Sartrouville. Le chantier de la voie nouvelle de la RD 121 a été officiellement inauguré vendredi. Financée par le département et la région, elle doit améliorer la fluidité et la sécurité des circulations. Aurélie Ronze. Une des grosses difficultés de ce chantier, c'est le rétablissement des 2 voies ferrées.
Après 9 ans de travaux, cette voie souterraine sera ouverte au public le 18 février. Elle fait partie des infrastructures du chantier de la voie nouvelle de la route départementale 121 à Sartrouville et Montesson. Un projet d'envergure qui a nécessité un investissement de 96,6 millions d'euros. C'est 4 km de voies nouvelles, 2 km de voies restructurées. C'est aussi des ouvrages en souterrain qui passent sous les voies ferrées à Sartrouville. Donc c'est vraiment quelque chose de très costaud. Ces différentes routes vont permettre de décongestionner les centres-villes de Montesson et de Sartrouville, tout en améliorant le cadre de vie des riverains. Ça va dégager toute la zone commerciale dans le quartier dit de la Borde, où l'essentiel de la circulation passera dans cette nouvelle voirie, au lieu d'encombrer toutes nos petites voiries. C'est une opportunité fabuleuse de réduire la circulation dans notre ville, en organisant une voie particulière, notamment pour la circulation de transit, qui était abondante et très importante dans tout le cœur de la ville de Sartrouville. La région Île-de-France a participé à ce chantier à hauteur de 6 millions d'euros dans le cadre du plan régional anti-bouchon. 3 km de pistes cyclables ont également été aménagées. Cette route, ce n'est pas des aménagements urbains, ça n'est pas de la pollution, ça n'est pas du bruit, c'est vraiment de la qualité de vie pour les habitants. Les travaux de cette voie nouvelle doivent s'achever en 2020 avec la mise en service d'un dernier tronçon au sud de l'autoroute A14. Transport toujours, le tram 13 entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye doit être mis en service en 2021. Son chantier prévoit des coupes d'arbres et pour compenser ces abattages, 30 000 arbres ont été plantés en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Samedi, une centaine de personnes a mis en terre de jeunes pousses de chênes et des poiriers sauvages, des plantations sur 17 hectares situées notamment aux abords du Camp des Loges. Ils sont près de 666 000 élèves français inscrits en lycée professionnel. Une voie qui avait son forum, qui a son forum chaque année à Guyancourt. La dernière édition de ce rendez-vous se déroulait vendredi. 38 exposants, établissements ou organismes de formation sur place et des métiers également représentés. Plus de 1200 jeunes s'étaient inscrits à l'événement. Les propos sont recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. C'est un peu original parce qu'il y a beaucoup de forums de l'orientation qui existent dans beaucoup de villes, mais vraiment ce forum de la voie professionnelle, ça n'existe qu'ici à Guyancourt. Je trouve ça très important parce que ayant en charge effectivement ces jeunes, ça me permet de les retrouver les années suivantes sur les formations, mais en même temps c'est très important de leur présenter ce qui les attend à la fois du côté des métiers, des professions, des formations, mais aussi des contenus de formation et quels sont les parcours et les réussites que l'on peut avoir derrière. Et c'est très important que l'on montre notre savoir-faire et nos réussites, que ce soit du côté des diplômes, des formations, mais aussi de tous les réseaux que nous pouvons aussi leur offrir. Culture à plaisir, la ville organise sa semaine de la guitare. Ça débute ce mercredi et c'est jusqu'au mardi 19 février. Jam session, masterclass, expo et concerts sont au programme. Pour en parler, Pascal Romano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du conservatoire de Plaisir. Alors pourquoi dédier une semaine à la guitare à Plaisir ? Tout d'abord, nous avons souhaité mettre à l'honneur un instrument extrêmement fort et représenté au sein des différents conservatoires et évidemment chez nous. Et nous avons souhaité aussi avoir le privilège de mettre un coup de projecteur sur l'avenue d'un artiste, vraiment important pour la guitare, qui est Emmanuel Rosfelder, qui vient donc, entre autres, dans un des temps forts de la semaine, faire un concert au Théâtre Espace Coluche. Dès mercredi. Ça, c'est dès mercredi, donc le concert a lieu vendredi. On peut le voir comme un temps fort, évidemment, de cet événement. Et mercredi, il sera parmi nous, et de manière très simple, avec un projet vraiment accessible à tous, qui s'inscrit d'ailleurs dans la volonté de ce projet qui peut être vu comme un nouveau projet, mais qui est plus la volonté de on peut dire, la feuille de route un petit peu que nous avons au niveau de la ville, de cette feuille de route de culture qui a été impulsée par Madame le maire, qui est de rendre accessible la culture à tous et mais de ne pas la rendre, c'est pas de la vulgarisation, c'est plus de l'accession à quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Sur la guitare, par exemple, centraliser plein d'événements autour de cet événement, ce gros événement qui est la semaine. Un échange où il sera possible d'échanger avec Emmanuel Rosfelder, un échange aussi pour les élèves du conservatoire, un temps aussi pour les classes et nos différents élèves, un beau concert donc là qui est accessible aussi à tous,
Et puis, ne pas oublier sur l'aspect guitare, les esthétiques aussi. On parle du classique, mais il y a le jazz. Et nous avons voulu aussi mettre à l'honneur toute la variété de cet instrument. Beaucoup de courants au sein de la guitare. Et vous le disiez, la guitare qui a une place importante au sein des conservatoires, c'est le cas à Plaisir ? C'est le cas à Plaisir. Nous avons 2 classes, 2 professeurs qui ont ce qu'on peut appeler un temps plein. Donc, ça doit représenter une 50aine d'élèves, de la première année au plus avancé. Et l'idée, c'est que tous ces élèves-là puissent évidemment avoir un temps sur cette semaine, ce qui sera le cas. Et la chance pour le plus avancé, justement, d'avoir une rencontre avec cet artiste qui est un lien à la filière professionnelle et à la vie de cet artiste français. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont proposées, donc des jam sessions, oui. Des concerts. L'idée, c'est de proposer plusieurs formules sur cette semaine de la guitare. C'est de proposer plusieurs formules, de montrer plusieurs facettes de la chose, de montrer aussi un caractère un petit peu, un clin d'œil avec un collectif d'artistes qui vient aussi faire une exposition sur des guitares un petit peu customisées, qui sont à découvrir. C'est très original. Tout ça sur des lieux assez repérés. Le mercredi, nous serons sur le site du château, autour du théâtre Robert Manuel, la Cour des Communs, avec Emmanuel Rosfelder. Le vendredi, le projet se déplace au théâtre Espace Coluche. D'accord. Et le mardi, à la Clé des Champs pour la jam session et l'aspect jazz de la guitare. Tout le programme est bien sûr à retrouver sur le site de la ville de Plaisir. ville-plaisir.fr. Et quels sont les objectifs ? Qu'est-ce qui ferait que cet événement soit une réussite pour vous ? Que chacun vienne, chacun découvre et chacun prenne plaisir. Nous avons déjà beaucoup de monde inscrit, puisqu'il y a quelques inscriptions à respecter, car les places sont quand même limitées. Et puis l'idée, c'est de faire partager et de donner à tout le monde l'occasion de découvrir et d'échanger sur ce projet. Merci Pascal Romano, directeur du Conservatoire de Plaisir. Et cette semaine de la guitare, c'est de mercredi, ça débute mercredi, c'est jusqu'au mardi 19 février à Plaisir. Une transition parfaite entre la culture et le sport. Elle fait partie des 4 disciplines qui pourraient faire leur entrée au JO 2024. Le breakdance peut-être est bientôt sport olympique, une proposition qui est en discussion en ce moment. D'après nos confrères de France Info, la danse a en tout cas été intégrée dès l'an passé aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires avec 2 médailles françaises. Le breakdance courant du hip-hop dont une compagnie saint-quentinoise a été pionnière en France, les Black Blambers. Écoutez la réaction de son cofondateur Jean Djemat qui émet quelques réserves. Ça me suggère un sentiment paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, voilà une ultime reconnaissance d'un savoir-faire, de choses extrêmement édulcorées, complexes, beaux à voir, et qui devient un sport de compétition, c'est-à-dire qui affirme nettement l'inverse finalement de ce qui l'a amené à se développer comme un genre stylistique de la danse hip-hop, à savoir une danse qui porte un récit, qui porte un questionnement politique, un questionnement culturel, et qui à un moment donné se positionne justement non pas contre la compétition, mais pose d'abord la compétition qu'on a à avoir en nous-mêmes, et non le principe d'être au-dessus des autres. Et cette décision d'intégrer ou non le breakdance au JO 2024 à Paris sera rendue dans le courant du mois. Vous les attendez chaque semaine avec impatience, les résultats sportifs du week-end avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité sportive toujours très chargée avec une météo aussi capricieuse ce week-end, Mickaël. On commence avec du football ? C'est ça, direction le championnat de Régional 3. Un but a suffi à leur bonheur. L'ES Trappes a assuré l'essentiel ce dimanche 10 février en s'imposant sur la plus petite des marges 1-0 à domicile face à Parisis dans une rencontre marquée, vous voyez le but, par des incidents. Magnifique, Grégory, magnifique. Très joli but. Par des incidents en fin de partie, les conditions climatiques difficiles, mais Trappes a résisté à la tempête sur le terrain. On écoute les réactions au micro de Mélanie Poquet. On a réussi à développer un jeu assez peu orthodoxe, comme on dit, parce que le terrain ne le permettait pas trop, mais ça a été. Et le but, il nous a vraiment libérés, et du coup, après, on a essayé de poser la balle pour jouer. Un match engagé, parce qu'un terrain à la limite du praticable, mais un bon match dans l'ensemble où on a su respecter les consignes qui étaient données et une victoire 1-0 qui me semble méritée. Cette victoire était également importante sur le plan comptable, Grégory. Ce résultat permet à Trappes de conserver son avance sur son adversaire du jour.
C'est assez serré au niveau des points. C'était un concurrent direct. C'est avec cette victoire, on les met à 5 points derrière nous. Du coup, ça nous soulage et ça nous retire un concurrent pour le titre. À 9 journées de la fin du championnat, Trappes est toujours invaincu avec la meilleure défense. L'équipe pointe à la 2e place de Régional 3. Après le football, du football américain. Les Templiers d'Élancourt ont enregistré leur 3e victoire en 3 matchs dans le championnat de 2e division. Les Élancourtois se sont imposés samedi soir à domicile face au Myrmidon de Savigny-le-Temple. Le score 26-7, une victoire qui leur permet de prendre la tête de la poule B de la Conférence Nord. On écoute le président des Templiers d'Élancourt, Joël Da Silva. 3 matchs, 3 victoires. Donc pour l'instant, on est sur les objectifs fixés, qui est de se qualifier dans un premier temps pour les playoffs. Donc pour l'instant, tous s'emboîtent correctement. La semaine prochaine, on va à Villeneuve-d'Ascq chez les Vikings de Lille. Donc voilà, pour l'instant, tout est en ordre de match. Et on termine par du rugby dans le championnat honneur. Versailles n'en finit plus de gagner. 13e victoire en 13 matchs pour les Versaillais qui se sont cette fois-ci imposés dans la douleur sur le terrain du RC Paris 15. Le score 15-11 pour les joueurs de la Cité Royale qui restent en tête du classement avec, écoutez-moi bien, Grégory, 21 points d'avance sur le second. Autant dire que la montée n'est plus très loin. Il y a beaucoup de points d'avance. Merci Mickaël. Plus de résultats et de reportages à suivre dans l'émission. Le 7-8 Sport, c'est à retrouver dans quelques instants sur TV 78. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez bien sûr la retrouver en replay sur notre site internet. Belle soirée avec TV 78.